Il s'agissait sans aucun doute d'un avertissement, peut-être même d'une menace, et cela ressemblait presque à une sorte de déclaration rituelle. Quelle interaction avec un étranger physiquement normal vous a amené à vous demander si vous veniez de parler à quelque chose de surnaturel ? J'ai eu un moment avec un homme dans la rue qui m'a laissé perplexe pendant des mois. Il portait des vêtements d'un style légèrement différent, je ne saurais dire exactement ce qui n'allait pas, mais chaque vêtement avait l'air d'avoir été fait sur mesure d'une manière ou d'une autre. Il était excité et un peu erratique et m'a demandé la date. Je lui ai dit l'heure, environ 13 heures, il a secoué la tête et m'a demandé quelle était la date, je lui ai dit, puis il m'a demandé l'année. Je lui ai dit 2023 et il a commencé à s'énerver comme s'il avait fait une erreur très grave. Il m'a remercié et s'est précipité en courant dans la rue. J'étais assez proche de l'hôpital local et il est possible qu'il s'agisse d'un patient psychiatrique, pour ce que j'en sais. Mais je n'ai pas pu me défaire du sentiment qu'il était un voyageur du temps, c'est facilement l'une des interactions les plus bizarres que j'ai jamais eues. J'ai fait une rencontre qui n'était pas tout à fait surnaturelle, mais certainement très bizarre et c'était peut-être un membre de secte ou un tueur en série. J'étais tailleur dans un magasin de costumes à Édimbourg et un homme à l'allure très bizarre est entré. Il était petit, arborait un large sourire et portait d'étranges petites lunettes noires rondes qui semblaient dater de l'époque victorienne ou d'une autre époque. Quoi qu'il en soit, il portait un vieux costume usé et en voulait un nouveau pour un événement auquel il se rendait. Il a dit qu'il s'agissait de son ancienne fraternité ou d'un club de gentlemen. J'aimerais pouvoir m'en souvenir. C'était il y a plus de 10 ans, mais j'ai l'impression d'avoir tout de suite oublié le nom. J'ai pris ses mesures et je lui ai donné plusieurs costumes à essayer. En l'espace de 2 heures environ, il a choisi une tenue complète. Pendant tout ce temps, il m'a posé un tas de questions très étranges et a dit qu'il pouvait dans le futur. Il n'arrêtait pas d'écrire des choses dans ce petit journal qu'il avait. Il y avait quelque chose d'incroyablement troublant dans tout ça. Finalement, une fois que j'ai préparé sa tenue, il m'a passé une carte et m'a dit que je devais venir à un rendez-vous. Il pourrait me présenter à ses collèges et m'a dit qu'ils auraient beaucoup d'affaires à me proposer. Il a ri et m'a dit que l'adresse était très difficile à trouver, mais encore plus difficile à quitter. Il a ensuite payé et m'a laissé un énorme pourboire avant de partir. En rangeant, j'ai trouvé un de ses carnets dans le vestiaire. J'y ai jeté un coup d'œil et il était plein d'écritures étranges, dans une autre langue, et vraiment gribouillé. Il y avait des schémas de bâtiments et des tas de dessins de corbeaux. Il n'est jamais revenu chercher le carnet et je ne suis allé à l'adresse que bien plus tard. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai donné le livre à un ami qui pensait pouvoir le déchiffrer, mais cela n'a jamais abouti. Il y a quelques années, j'ai travaillé dans un Ben & Jerry's. J'avais un poste d'ouverture et d'habitude les choses sont calmes jusqu'à environ 15 heures quand le lycée voisin sonne pour de la journée. Cela faisait environ 1 heure que j'étais en poste, et j'avais déjà tout nettoyé, j'avais une nouvelle fournée de cornets de gaufres et j'étais en train de faire ce que j'avais à faire, mais en boitant vraiment beaucoup. En grandissant, j'étais plutôt sportif. Le fait d'être un athlète, de me casser 9 os, de subir 3 commotions cérébrales et de me déboîter le genou 3 fois a évidemment eu un impact sur mon corps. J'ai 26 ans mais j'ai les os et les articulations d'une personne de 60 ans. Quoi qu'il en soit, ce jour-là, depuis que je m'étais réveillé, mon genou me faisait vraiment souffrir. J'ai même emporté mon attelle au travail. Le fait d'être le seul à travailler et de devoir faire des allers-retours fréquents n'arrangeait franchement pas les choses. C'est alors qu'un groupe de 4 personnes s'est approché de l'entrée du magasin. Ils avaient l'air d'avoir une vingtaine ou une trentaine d'années, il y avait 2 hommes et 2 femmes. Seules les filles sont entrées dans le magasin. Je ne me souviens plus de leur commande, mais lorsque j'ai tendu la boule de glace à la 2e fille, je lui ai dit de passer une bonne journée et je me suis retourné vers ma tâche. J'ai essayé de cacher ma douleur pendant tout ce temps, juste parce que je ne voulais pas sautiller pendant que j'enregistrais les commandes. Puis elle m'a appelé et m'a dit que j'avais l'air d'avoir mal. J'ai minimisé et dit que ce n'était rien, mais c'était comme si elle savait à quel point je souffrais. Elle avait un fort accent, je ne savais pas d'où, mais j'ai compris qu'elle et ses amis aimaient voyager. Puis elle m'a demandé si elle pouvait tenir ma main et dire une prière. J'ai pensé que c'était un peu étrange, mais elle m'a mis tellement à l'aise avec elle que je n'ai pas pu dire non. Elle m'a tenu la main et, au milieu de la prière, je jure que j'ai senti la douleur se dissiper littéralement de mon genou. C'était incroyable.
Je lui ai demandé son nom et elle me l'a donné, mais je n'arrive pas à m'en souvenir. Je crois qu'il commençait par un M, mais je ne sais pas. C'était en 2015 et depuis ce jour, mon genou ne m'a plus jamais dérangé. Je ne l'oublierai jamais. Je pense avoir rencontré un ange à l'âge de 9 ans. À ce jour, je n'ai jamais rencontré un autre être humain qui m'ait fait vivre cette expérience. J'avais 9 ans à l'époque et ma famille était partie en voyage à la plage. Un jour, nous avons décidé d'aller visiter Fort-Saint-Thé parce que mon père aime l'histoire et que je ne l'avais jamais vu auparavant. Une journée moyenne s'écoule et la visite est amusante. Le fort est tel qu'on s'y attend et c'est une belle journée ensoleillée. En sortant, je vois un enfant qui pleure au loin et qui cherche ses parents, je suppose. Il avait l'air d'avoir environ 5 ans. Une femme aux cheveux d'un rouge éclatant s'approche de lui prend la main et il s'arrête immédiatement de pleurer. Alors que ma famille passe devant elle en sortant du fort, je la regarde et elle me regarde. Je suis immédiatement frappé par la lumière de ses yeux, qui va presque au-delà du bleu, dans une version plus intense que possible. Elle me sourit et dans mon esprit, j'entends littéralement « tout ira bien » d'une voix douce. Je suis envahi par un sentiment chaleureux de paix et de calme que je ne peux décrire. Le garçon a cessé de pleurer et sourit tandis qu'elle le conduit dans la zone de service aux clients. Alors qu'elle s'éloigne, la paix disparaît lentement et je me sens plus normal et très actif comme un enfant de 9 ans. Elle avait une énergie et une présence que je n'avais jamais ressentie auparavant. La combinaison des yeux perçants, de la voix dans ma tête et de l'aura de paix et de calme qu'elle a générée en aidant cet enfant. Je crois que c'était un ange sur terre. Lorsque ma mère était enceinte de moi, elle est allée vérifier si tout allait bien et les médecins craignaient que je sois trop gros et que je puisse naître avec un diabète congénital. Cela l'a effrayée parce que dans sa famille, l'une de ses cousines avait du diabète lorsqu'elle était enfant et qu'elle n'avait pas eu une vie très agréable. Ils n'ont pas essayé de calmer ma mère ou de lui donner une quelconque assurance sur la façon dont elle était censée continuer à s'occuper d'elle et de moi, et l'ont laissé quitter le rendez-vous en pleurant. En retournant à la voiture, elle dit qu'un homme s'est approché d'elle et lui a dit que tout allait bien se passer et que j'allais être un gros bébé, mais en bonne santé. Elle ne se souvient pas du visage de l'homme ni de quoi que ce soit avant cela, mais elle s'est sentie mieux et lorsqu'elle s'est retournée pour dire merci, il n'était plus là. Chaque année, lorsque j'étais enfant, ma mère et moi prenions l'avion des États-Unis vers le Royaume-Uni pour Noël, car elle était citoyenne britannique et notre famille élargie vivait là-bas. Une année particulière, je crois que j'avais 7 ans, lors de notre voyage de retour, nous étions assis à côté d'une femme extrêmement sympathique nommée Madame Winter, je ne me souviens que des détails, car ma mère a régulièrement évoqué cette histoire dans les années qui ont suivi. Elles ont eu une longue conversation pendant toute la durée du vol. Ma mère a toujours été très croyante, et Madame Winter était d'une sagesse et d'une perspicacité extraordinaire en ce qui concerne la vie, la souffrance et la compassion. Quoi qu'il en soit, nous avons atterri et avons fait 1 heure de route pour rentrer chez nous. Quelques jours plus tard, une voiture s'engage dans notre allée, et c'est Madame Winter. Elle passe l'après-midi, prend une tasse de thé et repart dans la soirée. Elle voulait juste passer. Ma mère insiste sur le fait qu'elle ne lui a jamais donné notre adresse et qu'elle ne lui a jamais laissé de coordonnées. J'aurais aimé être plus consciente qu'une jeune enfant pour me souvenir des détails, mais je me souviens certainement de la femme elle-même, juste le type de nounou britannique standard de l'âge d'or, de sa gentillesse et de sa visite quelques jours plus tard. Il y a quelques années, j'ai eu des problèmes familiaux et scolaires. Je me sentais mal tout au long de la journée. Je me détendais dans un parc de notre université et il y a un gars qui ressemble à une version vieillie de quelqu'un que j'ai connu dans mon enfance, mais je ne me souviens pas de qui c'était. Il a engagé la conversation et a semblé savoir ce qui me tracassait, puis il a commencé à me donner des conseils. J'ai dû partir au bout d'1 heure parce qu'il se faisait tard, mais j'ai eu la chair de poule après ça. Je me suis demandé si c'était quelqu'un du futur ou quelque chose dans le genre. Je n'ai jamais revu ce type dans la salle d'attente. J'habitais dans un quartier tranquille où je connaissais pratiquement tout le monde de vue, mais pas personnellement. Je me trouvais devant une église qui avait récemment brûlé. J'allais souvent à l'église quand j'étais enfant, mais j'ai arrêté au bout d'un moment à cause du concept même de l'église. J'étais en train de fumer un petit joint à l'extérieur et de passer le temps avant de rentrer chez moi, quand cette femme passe devant moi et me regarde, puis engage carrément la conversation avec moi alors que j'étais sur mon téléphone en train de regarder des animes et de fumer. Je ne suis pas la personne la plus sociable,
mais si vous me parlez pendant que je suis distrait et que vous continuez à me parler, je finirai par arrêter ce que je suis en train de faire et vous parlerai. Je coupe donc mon joint, je range mon téléphone, je sors mes écouteurs et je discute avec cette femme. Je n'avais nulle part où aller, alors pourquoi pas? Elle commence à me dire que j'ai un nuage très sombre au-dessus de moi et que je dois être plus positif dans la vie et me remettre à prier. Il faut dire que cela faisait un moment que je vacillais entre l'athéisme et la religion. Quelque temps après avoir quitté l'église, j'ai cessé de prier. Pendant un certain temps, j'ai pensé que j'étais seul et qu'il n'y avait ni ciel ni Dieu. Cette dame m'a parlé du paradis et m'a dit à quel point elle était satisfaite de me voir. Elle m'a dit que ma grand-mère, morte depuis l'âge de 2 ou 3 ans, lui avait parlé de moi et que je lui manquais. À ce stade, je suis vraiment effrayé et je lui demande si vous connaissez ma grand-mère et comment elle s'appelle. Elle me dit tout de le nom complet de ma grand-mère. J'ai la chair de poule à ce moment-là. Elle me dit que ma grand-mère veille sur moi et qu'elle nous aime beaucoup, mes frères et sœurs et moi. Elle me dit que je ne serai pas avec elle pendant longtemps et que je devrais continuer à vivre pleinement ma vie. Finalement, elle regarde sa montre et dit « Mon heure est arrivée, je dois aller prendre mon bus ». Elle me dit au revoir et s'en va vers ma maison. Je rallume mon blunt, j'attrape mon téléphone et je regarde dans sa direction générale pour voir si elle marche encore et non. Elle est partie. Aujourd'hui encore, cet événement me fait peur, mais il m'a aussi permis de croire à nouveau en Dieu. J'ai suivi un jour un cours de dessin de portrait de 10 semaines. Les cours d'art ne sont souvent pas très intéressants sur le plan social, je suppose que la plupart des participants sont des créatifs introvertis. Au bout de quelques semaines, j'ai commencé à parler à l'un des autres participants. Il avait une vingtaine d'années, une allure un peu hipster, l'air tout à fait normal et semblait très calme. Dès que nous avons commencé à parler, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de très inhabituel chez lui. Même les questions les plus élémentaires posées lors d'une conversation anodine nécessitaient au moins 3 secondes de réflexion attentive et silencieuse avant qu'il ne réponde, tandis qu'il me regardait droit dans les yeux et réfléchissait à sa réponse. Souvent, les réponses impliquaient que la question me soit répétée. L'effort qu'il mettait dans la conversation, combiné à son regard fixe, était très difficile à aborder. Il parlait de manière hésitante et maladroite, et son timing était totalement aléatoire. Il ne riait que lorsque je le faisais, généralement après que j'ai dit quelque chose de léger et qu'il ait maladroitement compris que le rire était considéré comme approprié maintenant. Mais son rire était manifestement faux et ne nécessitait pas beaucoup d'efforts. Puis j'ai vu les portraits qu'il dessinait. Ils se ressemblaient tous, après une heure de travail, la plupart des gens obtenaient quelque chose d'assez détaillé, mais lui produisaient ces petits ovales froissés avec des trous griffonnés en noir à la place des yeux, du nez et de la bouche. Tous les portraits qu'il a réalisés au cours des 10 semaines se ressemblaient. L'un des tuteurs m'a dit que c'était la 2e fois qu'il s'inscrivait à ce cours. Je me rends compte qu'il s'agissait simplement d'un type neurodiverge qui faisait de son mieux pour apprendre quelque chose de nouveau, mais la nature même des interactions que nous avons vues était tellement différente de ce à quoi on pourrait s'attendre que cela m'a complètement déstabilisé à chaque fois. Toutes les règles connues et tacites des interactions sociales étaient complètement bouleversées. J'avais l'impression de parler à un extraterrestre. Je lui ai parlé pendant quelques semaines, mais je pense qu'aucun de nous deux n'en tirait grand-chose, alors j'ai fini par arrêter. Cela n'a pas eu l'air de le déranger. J'étais pauvre, j'avais faim et je me rendais à un entretien d'embauche. Je devais partir le matin sans manger. À la fin de l'entretien, j'avais mal à l'estomac, je souffrais incroyablement et je me suis retourné sur le trottoir devant le bâtiment où se déroulait l'entretien, avant de m'asseoir sur le trottoir, appuyé contre le bâtiment. Presque instantanément, une étrangère est apparue avec de la nourriture qu'elle venait d'acheter dans le quartier, et m'a tendu plus que ce dont j'avais besoin. J'ai essayé de refuser, mais elle a insisté. Après son départ, j'ai eu l'incroyable conviction qu'elle était Krishna, ou un ange envoyé par Krishna, sous une forme humaine. Ce n'est pas vraiment une histoire surnaturelle, mais c'est vraiment étrange. Je revenais d'un voyage et j'avais pris l'avion entre le Qatar et Washington. La personne assise à côté de moi était un arabe corpulent aux cheveux en désordre. Il était très gentil et m'a offert des biscuits aux graines de sésame et nous avons commencé à discuter. Son anglais n'était pas très bon, mais il m'a dit qu'il était écrivain et m'a demandé si je voulais bien faire une critique de son livre, ce à quoi j'ai répondu par l'affirmative. Son livre se composait de 4 feuilles volantes sur lesquelles il avait griffonné un texte à l'encre bleue.
Le titre du livre était « La justice des capillaires ». Je ne sais pas pourquoi, mais ce nom me restera toujours en mémoire. Le livre lui-même était un mélange décousu de philosophie, de numérologie et d'astrologie. Il expliquait que l'homme est le soleil et la femme la lune, et il écrivait des équations mathématiques absurdes qui révélaient apparemment une sorte de vérité éclairée sur l'univers. Je lui ai dit que c'était très intéressant et il a commencé à expliquer son travail. Il n'avait pas l'air fou, il était très gentil et avait une présence agréable, mais ses écrits étaient une pure folie. Lorsque nous sommes arrivés à destination, je l'ai aidé à remplir son visa et nous nous sommes quittés. C'était une rencontre étrange que je n'oublierai jamais. J'ai vécu dans une très vieille maison dans les collines de l'ouest du Maryland. Elle n'avait de fenêtres qu'à l'avant et à l'arrière de la maison, pas sur les côtés, et lorsque j'ai posé la question, on m'a expliqué que les maisons étaient construites de cette manière à l'époque pour que les esclaves qui marchaient entre les maisons ne puissent pas regarder à l'intérieur. Nous étions locataires d'un ami de la famille propriétaire, et avant d'emménager, on nous a prévenu que la maison était spéciale et que nous devions nous y préparer, sans toutefois nous expliquer ce que signifiait spécial. J'ai découvert que la maison était, je ne dirais pas hantée, mais plutôt enchantée. Il s'y passait souvent des choses bizarres. La plus étrange, et de loin, s'est produite quelques mois avant que je ne déménage. De l'autre côté de la rue, il y avait un champ ouvert qui s'est rapidement transformé en contrefort, environ 300 mètres plus loin, en une haute crête de montagne. Il y avait une sorte d'antenne au sommet de la crête et elle avait une lumière qui était toujours allumée la nuit. Pas de clignotement, juste une lumière blanche constante. Un soir, je suis sorti pour aller aux toilettes, oui, il y avait des toilettes extérieures, et j'ai remarqué que la lumière sur la crête était éteinte. J'ai marché un peu dans l'allée parce que je pensais qu'il y avait peut-être un arbre qui la bloquait sous cet angle ou quelque chose comme ça, mais j'ai été stoppé net dans mon élan. Soudain, tout le ciel derrière la crête s'est illuminé. C'était comme si quelqu'un avait allumé des projecteurs extrêmement brillants et qu'ils se reflétaient sur la neige dans un ciel couvert ou quelque chose du genre, mais il n'y avait pas de neige au sol et le ciel n'était même pas légèrement couvert. C'était étrangement calme, encore plus que d'habitude. J'ai donc continué à marcher dans l'allée pour voir si je pouvais avoir un meilleur angle de vue, et j'ai vu un homme prendre la courbe de la rue par la gauche et s'approcher de moi d'un pas rapide. C'est un quartier assez isolé, il y a 2 autres maisons habitées dans la rue, nous ne voyons presque jamais de circulation et encore moins de piétons, donc c'était inattendu. Lorsqu'il s'est approché suffisamment, il m'a dit « Vous ne voulez pas aller par là » sur un ton de mise en garde. Ce n'est pas comme si j'allais escalader la montagne dans l'obscurité, mais... Pourquoi? Que se passe-t-il? Ai-je demandé, en essayant de maintenir la conversation. Je ne saurais dire, dit-il, mais tu ne veux pas en faire partie. Si tu ne sais pas ce qui se passe, comment sais-tu que je ne veux pas en faire partie? J'ai fait un geste en direction de la crête et j'ai remarqué que la lumière fluctuait un peu, comme une pulsation lente. Non, c'est vraiment bizarre, et je suis curieuse. Le type a alors pris un ton plus sombre et inquiétant et a dit « Tes yeux ne sont pas faits pour voir ». La façon dont il l'a dit m'a fait penser que « votre » signifiait « humain » et, rétrospectivement, il s'agissait sans aucun doute d'un avertissement, peut-être même d'une menace, et cela ressemblait presque à une sorte de déclaration rituelle. Mais j'étais inconsciente sur le moment, j'ai regardé vers la lumière et je me suis dit « Je la vois très bien, quel est le problème ?» Mais quand j'ai regardé vers le bas, le type avait disparu. Pendant les 5 secondes où j'ai regardé ailleurs, il avait disparu. Il n'y a aucune direction où il aurait pu aller, quelle que soit la vitesse à laquelle il courait, et il n'aurait pas pu être hors de vue dans ce laps de temps. J'étais déjà un peu paniqué par les lumières bizarres, mais là, ça a vraiment fait grimper mon compteur de panique. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai expliqué à mon coloc ce qui venait de se passer, je l'ai encouragé à sortir et à voir par lui-même, mais le temps que nous retournions à l'extérieur, ce qui se passait derrière cette crête était terminé. Je me suis dit que ce type était complètement fou et qu'il devait se passer quelque chose de tout à fait normal là-bas, alors je suis allé sur Internet et j'ai regardé les cartes Google de la région. Il n'y avait rien de l'autre côté de cette crête, aucune route, aucun bâtiment, aucun signe de civilisation, juste un point vide sur la carte. Je suis passé à la vue satellite et je n'ai rien vu d'autre que d'autres crêtes boisées derrière elle. Aujourd'hui encore, je n'ai aucune idée de ce qui se passait ou de la raison pour laquelle on m'a mis en garde, mais j'ai l'impression qu'on m'a envoyé une sorte de messager pour m'empêcher de tomber sur quelque chose de terrible. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à partager vos expériences en commentaire.
Merci à tous et à la prochaine vidéo.